Alors, dans les recherches que j'ai effectuées sur les modèles morphodynamiques en linguistique, archétype a un sens précis. Donc, on pourra parler un petit peu de ça. Évidemment, je connais l'usage du terme archétype dans d'autres disciplines, que ce soit en psychanalyse ou ailleurs, mais dans ce qui m'a intéressé, je l'ai essentiellement rencontré du côté de ce qu'on appelle la linguistique cognitive. Alors, la problématique est la suivante. En linguistique, vous étudiez donc essentiellement la syntaxe, la sémantique, éventuellement la pragmatique, et vous essayez de comprendre la structure des relations grammaticales, des relations syntaxiques, et puis de relier ça après avec des problèmes de sémantique. Alors, il y a plusieurs conceptions de la grammaire. Il y a des conceptions qui sont devenues extrêmement populaires après Chomsky, où on s'inspire de la syntaxe logique des langages formels pour comprendre la syntaxe des langages naturels. Donc on fait un peu une analogie entre langue naturelle et langue formelle. On regarde comment fonctionne une syntaxe dans un langage logique formel et on essaye de penser les règles de grammaire d'une langue naturelle de cette façon. Alors ça, c'est une espèce d'option qu'on pourrait appeler formaliste. Il y a beaucoup d'autres conceptions de la syntaxe. Alors, parmi ces autres conceptions, il y a des conceptions qu'on appelle structurales, qui ont été très bien représentées en France dans les années 50 par Lucien Ténière, et où on essaye bien de comprendre une structure syntaxique comme la composition, l'articulation d'un certain nombre de termes reliés par exemple par un verbe. Si vous prenez un verbe d'action, quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un d'autre, vous avez ce qu'on appelle les actants, ce que les Américains appellent les semantic roles, les rôles sémantiques, un sujet qui est un destinateur, un récipiendaire qui est un destinataire, un objet qui est transféré de l'un à l'autre. Donc vous avez des rôles sémantiques et qui sont articulés par ce que Ténière appelle le nœud verbal. Et donc vous pensez un verbe d'action comme quelque chose qui va relier des places actentielles d'une certaine façon. Alors dans cette conception, la métaphore, l'analogie, est plutôt une analogie de type chimique, un peu comme dans une molécule. Vous avez des sortes d'atomes qui sont reliés entre eux par des connexions syntaxiques et qui forment une totalité. Donc ce que vous mettez en avant, c'est le côté un peu totalité, un peu organique, un peu gestalt, au sens des Allemands, une espèce de totalité avec des parties. C'est plutôt ça que vous mettez en avant, plutôt que la générativité des règles, comme chez Chomsky. Alors, il y a une foule de grammaires qui ont développé cette option. Il y a les grammaires structurales qu'on trouve dès les années 50 chez Ténière, et il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses proches de Ténière. Et du côté des grands grammairiens anglo-saxons, vous avez ce qu'on appelle les grammaires casuelles, les case grammars. Un des grands représentants de ces grammaires casuelles, c'est Fillmore, qui est décédé récemment. Et donc, dans les grammaires casuelles, ce que vous prenez comme élément de base, ce sont les rôles actentiels, et ces rôles actentiels sont marqués au niveau morphosyntaxique de surface par des marqueurs qu'on appelle les marqueurs casuels. Alors, dans les langues comme le latin, qui est une langue de déclinaison, c'est ce qu'on a tous appris à l'école, le nominatif, l'accusatif, le datif, le génitif, etc.
Et dans des langues comme le français ou l'anglais, ce sont des prépositions. Les prépositions sont des marqueurs casuels. Je donne A. Le A, c'est un datif. C'est un marqueur casuel pour le cas but. Le transfert de l'objet vise certains destinataires. Alors l'opposition entre les grammaires à la Chomsky et les grammaires à la Fillmore est extrêmement profonde parce que chez Chomsky, la syntaxe est quelque chose de purement formel et strictement syntaxique, alors que vous voyez que presque obligatoirement, si vous adoptez une option plutôt syntaxe structurale ou syntaxe casuelle, ce que vous mettez en avant comme le plus primitif, c'est les cas. Et les cas, c'est des rôles sémantiques. Et donc vous déduisez la syntaxe d'une sémantique profonde. Donc vous faites absolument l'inverse de Chomsky, qui essaye de faire de la syntaxe pure, et puis après de rajouter de la sémantique. Là, vous avez une espèce de sémantique de base, une espèce de proto-sémantique, je ne sais pas comment appeler ça, une sémantique très primitive, et qui définit les structures syntaxiques fondamentales, comme la transitivité d'un verbe, comme donner, des choses comme ça. Donc, si vous y réfléchissez un peu, vous voyez que vous enracinez les règles syntaxiques et les structures syntaxiques les plus profondes dans quelque chose qui n'est plus vraiment syntaxique. Et c'est quoi ce quelque chose qui n'est plus vraiment syntaxique, qui est proto-syntaxique? C'est les relations de base d'interaction entre actants. Donc vous avez une théorie actentielle et vous avez des actants et des interactants. Actant, action, interaction. Et c'est ça que vous mettez au premier point. Bien, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça fait très longtemps, des siècles, que certains grammairiens qui développaient des grammaires casuelles, parce que dans l'Antiquité, les seules grammaires qu'on connaissait, c'était les grammaires casuelles, parce que ce soit le latin, le grec, enfin, il y avait des marqueurs casuels, et on étudiait la construction de phrases avec les nominatifs, les accusatifs, etc., etc. Ça fait extrêmement longtemps, ça remonte à peu près au IXe siècle, que des grammairiens ont fait le lien entre ça et la perception visuelle. Et ils ont introduit la thèse, enfin une hypothèse de base, qui s'appelle l'hypothèse localiste, et que j'ai beaucoup commenté dans un certain nombre de mes articles, et qui consiste à dire que ce sont les interactions actentielles possibles dans l'espace-temps, réalisables dans l'espace-temps, qui ont servi de schème, de modèle aux relations actentielles, à toutes les relations actentielles en général. Que donc il y a une espèce de métaphoricité spatiale de ces noyaux syntactico-casuels. Et que cette métaphoricité spatiale ne vient pas de nulle part. Derrière, il y a une thèse évolutionniste qu'on ne trouve pas formulée en termes contemporains, évidemment, chez les grammairiens byzantins, mais qui est quand même une thèse évolutionniste, à savoir que le langage, chez l'espèce humaine, est quelque chose de relativement tardif, et que nous avons une vision, par exemple, comme les singes, mais que les singes n'ont pas de langage, nous on a le langage, mais sans doute que le langage s'est rajouté à des capacités que des animaux qui nous ressemblent ont déjà. Donc il y a une espèce de thèse évolutionniste, phylogénétique, sur le fait que le langage s'enracine dans des facultés cognitives plus profondes que le langage,
particulier la perception et l'action de la motricité. Alors ça, c'est une thèse qui est développée par la plupart des grammairiens casualistes, ils sont presque tous évolutionnistes. Et ça aussi, c'est une ligne de partage fondamentale avec Chomsky, qui estime que le langage, comme il l'a toujours dit, est une sorte d'organe autonome qui n'est pas enraciné dans d'autres facultés cognitives. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de partage entre un point de vue formaliste, où on a des syntaxes formelles, des syntaxes génératives, des syntaxes autonomes, etc., et des points de vue très différents, où on a des syntaxes structurales, des syntaxes casuelles, une théorie des actants et des agents et leurs interactions, un enracinement dans des facultés cognitives précédant le langage, comme la perception et l'action, d'accord, et une métaphoricité spatiale des cas tout à fait fondamentale. Alors, l'hypothèse localiste des grammairiens byzantins dont je parlais, ça consiste à dire que le nominatif, par exemple, le cas de l'agent, c'est un cas source, c'est-à-dire que quand on dit que donner, c'est qu'il y a un agent qui donne, un objet transféré et un agent qui reçoit, que quand on dit que l'agent qui donne, la source, c'est le lieu source d'un transfert, qu'il s'agit de plus qu'une simple vague métaphore. Il y a une sorte de géométrie, entre guillemets, du transfert, c'est une géométrie spatiale, et qui se réalise aussi dans la perception. D'accord ? C'est à peu près clair jusqu'ici ? Très clair. Donc, on a ces grammaires actentielles un peu gestaltistes, et l'hypothèse supplémentaire qu'on peut enraciner ça dans la perception. Et que, comme disait Tom, quand on décrit linguistiquement une interaction d'actants que l'on voit, on voit quelqu'un jeter un ballon à quelqu'un d'autre, on perçoit un scénario, mais que entre la structure perceptive de ce que l'on perçoit et la structure syntaxique de l'énoncé qui décrit ce que l'on perçoit, qu'il y a une analogie de forme. Que donc la syntaxe de l'énoncé qui décrit un état de choses n'est pas indépendante de l'organisation de cet état de choses. Mais évidemment, lui, l'état de choses, il n'est pas organisé par des règles syntaxiques. Quand vous jetez un ballon à quelqu'un, il n'y a pas de règle de grammaire. Vous avez quelqu'un dans l'espace, un objet qui se balade dans l'espace, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre cette hypothèse, mais il y en a qui sont pour. Et dès les années 40, il y a eu un certain nombre de psychologues qui ont travaillé à la suite d'un psychologue suisse très intéressant qui s'appelait Michotte, sur la perception des relations. Une thèse essentielle des points de vue formalistes, c'est que les relations sont toujours des relations conceptuelles que nous rajoutons dans des descriptions linguistiques, mais qu'elles n'existent pas dans les choses, qu'elles n'existent pas dans la réalité externe. Et Michotte avait écrit un certain nombre d'articles qui avaient suscité un énorme débat sur le fait que nous étions capables de percevoir directement des rapports de causalité. Donc, une relation très abstraite comme la causalité, le fait qu'il y a une balle qui vient percuter une bouteille et que la bouteille tombe, enfin, des choses comme ça, que ces relations de causalité étaient en fait décryptables au niveau de la perception elle-même. Alors ça suscitait un énorme débat, hein, parce que la plupart des psychologues considéraient que c'était impossible enfin, de soutenir une thèse de ce genre, qu'on ne pouvait pas percevoir des relations, parce qu'on ne peut pas percevoir des choses abstraites, on ne peut percevoir que des choses concrètes, matérielles. Enfin, on ne peut pas percevoir une relation comme la causalité. Donc il y a eu
pas mal de débats à l'époque. Et dès la fin des années 40, début des années 50, il y a eu un certain nombre de psychologues qui ont poursuivi ces analyses. Et il y a eu tout un ensemble de résultats tout à fait fascinants sur le fait que quand vous prenez des formes totalement abstraites, disons des cercles, éventuellement un carré, éventuellement des couleurs différentes, enfin des objets totalement élémentaires, mais avec certaines propriétés qui vous permettent de les distinguer quand même, enfin, un petit peu de les individuer. Et que vous les faites bouger, et que vous présentez ces petits films à des sujets, les descriptions spontanées ne sont pas du tout des descriptions géométriques. Ne sont pas du tout « Ah, bien, le disque rouge est en train de monter ou de se déplacer vers la gauche, etc. » Ce sont des scénarios actentiels, mais des véritables histoires du genre telle forme géométrique est a peur parce que telle autre forme géométrique la poursuit, etc. Donc il y a eu beaucoup d'expériences psychologiques de ce genre sur le fait que l'on décrit spontanément des configurations spatio-temporelles avec des éléments de grammaire actentielle du genre que j'explique. Alors ces recherches, on a continué à les faire dans les années 60, 70. Donc, depuis une vingtaine d'années, c'est devenu quelque chose de vraiment central, enfin fondamental dans les sciences cognitives contemporaines, parce que ça relève de ce qu'on appelle l'attribution d'intentionnalité. C'est-à-dire la façon dont les sujets attribuent spontanément de l'intentionnalité, des causalités, des sentiments, etc., y compris à des choses inanimées. Donc il y a beaucoup d'analyses actuellement sur les enfants, sur les primates. On en sort des thèses, par exemple, on est convaincu qu'une des raisons de l'autisme, c'est que justement, les enfants ne sont pas capables de donner des interprétations. Ils font exactement l'inverse de ce que nous, au fond, on fait. C'est-à-dire que nous, quand on voit des carrés, des triangles et des cercles qui bougent, on dit « Oh là là, il y a un drame, il y en a un qui poursuit l'autre, il essaye de se cacher, etc. » Là, il semble qu'une des raisons un des facteurs de l'autisme soit exactement l'inverse. C'est-à-dire que les objets sont perçus et pensés comme des objets inanimés, mais les relations actentielles réelles entre des gens réels sont perçues comme des rapports géométriques entre des êtres inanimés. Donc c'est absolument l'inverse. C'est une sorte de désattribution d'intentionnalité. Et que donc, du coup, on n'est plus capable de lire l'intentionnalité dans les gestes. Et si vous y réfléchissez, c'est un problème absolument universel qu'on rencontre partout, c'est comment nous lisons, là par exemple, nous parlons, comment nous lisons le fait que nous sommes vivants, le fait que nous écoutons, le fait que nous sommes intéressés ou pas intéressés, que nous sommes d'accord, pas d'accord, etc. Alors que la seule chose que nous avons à disposition, c'est ce que nous voyons. Donc, nous faisons constamment de l'interprétation actentielle. Donc ça prouve à quel point cette grammaticalité actentielle est profonde. Donc ça, c'est le second point. Actentialité très profonde, enracinée dans la perception, essentielle pour la cognition, qui existe sans doute chez pas mal d'animaux supérieurs, certainement chez des primates. Donc, une fois qu'on a mis en place ce contexte, on arrive au concept d'archétype chez Tom et chez d'autres linguistes cognitivistes, comme Jean-Pierre Desclée.
C'est les deux avec qui j'ai travaillé, Tom et Desclés. L'idée d'archétype intervient parce qu'on dit qu'il y a des sortes de scénarios de base qui servent de squelette, qui servent de chaîne pour les interactions actentielles en général, et les interactions actentielles en général servent de base pour les relations syntaxiques en général. Donc on a des relations syntaxiques, on réduit à des relations entre rôles sémantiques, et puis ces relations entre rôles sémantiques, on les réduit encore, et on arrive à des sortes d'interactions de base, du genre transfert entre une source et un but, enfin des choses comme ça. Et ces interactions de base, comme il faut trouver un mot, et qu'elles sont très originaires, Tom a proposé de les appeler archétypes. C'est comme ça que c'est intervenu dans les modèles morphodynamiques de linguistique chez Tom. Alors, chez Desclés, il y a exactement la même chose, sauf que les archétypes, ça ne va pas être des archétypes géométriques comme chez Tom, parce que Tom essayait de faire une théorie géométrique, enfin des archétypes. Ce seront des archétypes qu'on exprimera autrement, pas géométriquement, hein, mais un peu comme ce qu'on appelle des scripts en informatique. Enfin. Et alors, vous avez beaucoup, aujourd'hui, vous avez beaucoup de linguistes qui sont arrivés à des conclusions de ce genre, et les structures de base, il y en a qui les appellent des scripts, il y en a qui les appellent des frames, il y en a qui les appellent des image schemas, des chaînes figuratifs, des chaînes imagées, il y en a qui appellent ça des archétypes, mais quand vous regardez, c'est toujours exactement la même chose. Ce sont des sortes de structures profondes pour les grammaires actentielles casuelles qui elles-mêmes servent de base à des structures syntaxiques beaucoup plus élaborées. Donc c'est comme ça que, de façon un peu technique, le terme d'archétype intervient dans ce qui va intéresser. Ben, là, ça dépend. Dans ce que je viens d'expliquer, le terme d'archétype intervient comme un concept précis pour désigner quelque chose d'extrêmement précis. Ceci dit, j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup de théories linguistiques cognitives qui arrivent à une conclusion du même ordre. Et que donc, ce qui prend la place des archétypes a une certaine diversité. Comme je le disais chez Tom, les archétypes, il va les déduire des catastrophes élémentaires. Il considérait que ça c'était une de ses plus belles inventions. Le fait qu'à partir des catastrophes élémentaires, on puisse faire une théorie des archétypes. Chez Desclés, c'est plutôt des scripts informatiques. Chez d'autres, ce sera des frames. Donc, techniquement, les objets seront différents. Mais, en même temps, ils ont tous exactement la même fonction. Et, dans un certain nombre de mes articles, j'ai par exemple essayé de montrer que les archétypes de Desclés sont une version, en termes de données, au sens informatique, de traitement de données, des modèles morphodynamiques d'archétypes de Tom. On peut vraiment faire la correspondance de façon absolument concrète. Il faut toujours contextualiser l'usage des termes théoriques. Là, j'ai parlé de l'usage du terme théorique d'archétype dans un contexte extrêmement précis qui est celui de la linguistique, les structures syntaxiques. Bien. Maintenant, Tom lui-même s'est intéressé à beaucoup d'autres choses. Il a fait beaucoup de biologie, et il s'est intéressé à l'anthropologie, et il s'est intéressé au psychisme humain, et lui-même, il a été intéressé par l'usage du terme archétype chez certains penseurs.
Et donc tout naturellement, il a essayé de voir à quoi ça correspondait dans sa propre théorie. Alors, chez lui, en plus de la linguistique, il y a toute une théorie des organismes biologiques. Alors là, c'est une théorie beaucoup plus générale. Et comme vous vous en souvenez, il a beaucoup travaillé sur les grandes régulations biologiques. La prédation, entre autres, mais pas seulement. Les grandes fonctions biologiques. Et de même que du côté de la syntaxe, tout à l'heure, on parlait d'un enracinement de la syntaxe dans la perception, l'action, etc. Chez Thom, il y a l'idée que l'imaginaire humain est très profondément biologiquement enraciné. Que là encore, il ne faut pas oublier que nous sommes des primates, enfin, et que notre imaginaire, évidemment, a des liens avec le psychisme animal. Et je pense que c'est essentiellement de ce côté-là qu'il a trouvé un lien avec les théories de l'imaginaire, comme celle de Durand, sans doute les archétypes de Jung, etc. C'est dans le cadre général d'une théorie du psychisme comme régulation biologique. Dans la suite de Thom, enfin, j'ai utilisé le terme archétype. Ce sont déjà des structures profondes, enfin, de très bas niveau. Et donc, c'est un peu difficile de dire que c'est plus ou moins absolument profond. Enfin, non, c'est des structures qui sont tout à fait primitives. Alors maintenant, faut-il feuilleter un petit peu le primitif, décomposer le primitif en certains niveaux qui seraient plus ou moins primitifs? Ça, je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Je pense qu'on pourrait, que les psychologues seraient d'accord, pour dire par exemple qu'on peut avoir des interactions spatiales, non animées. Ensuite, qu'on peut avoir des interactions entre actants qui sont animés mais qui n'ont pas d'intériorité. Ensuite, qu'on peut avoir des actions entre des actants qui sont animés mais qui en plus sont des agents, c'est-à-dire qui sont des actants intentionnels. Donc certainement qu'on peut, au niveau des archétypes, déjà commencer à un petit peu feuilleter de cette façon-là, parce que ce dont je vous ai parlé, c'est essentiellement un problème d'attribution d'intentionnalité. Alors entre la non-intentionnalité absolue d'un objet inanimé et une intentionnalité réelle d'un véritable agent, il y a évidemment un certain nombre de niveaux intermédiaires que vous pouvez faire intervenir. Par exemple, dans les théories strictement morphodynamiques des archétypes, il y a eu un progrès qui a été fait dans les années 80 par mon collègue et ami Per Åke Brandt, qui a beaucoup travaillé aussi sur les modèles de René Thom, et qui a introduit dans la théorie des archétypes une modélisation explicite de l'intentionnalité des agents. Ce que Thom n'avait pas fait, ce que moi je n'avais pas fait. C'est une question très intéressante. Là, c'est une problématique techniquement différente de celle dont on a parlé. Je répète, il faut faire attention aux termes théoriques.
faire des confusions de termes. Là, le fameux problème du cube, vu sous une perspective très spéciale et qui fait qu'il apparaît comme un hexagone plan, et pas comme un cube vu en perspective, c'est lié au fait que la vision en perspective du cube est dégénérée. C'est-à-dire que le point de vue est non générique et il est tellement spécial qu'il y a en fait certains aspects de l'objet qui sont collapsés. Alors les peintres connaissent ça très très bien, et en tout cas les peintres d'autrefois et les peintres de la Renaissance, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur Piero della Francesca, utilisent ça massivement dans certains tableaux. Il faut dégénérer des positions spatiales. Et alors effectivement, l'avantage d'un point de vue dégénéré, c'est que vous pouvez le rendre non dégénéré, donc lever la dégénérescence, de plusieurs façons. Si vous prenez un cube vu comme un hexagone, vous avez plusieurs façons de bouger le cube, et ça va vous donner des cubes vus en perspective sous des angles différents. Donc, vous avez un point de vue dégénéré, instable, non générique, mais à partir de là, vous pouvez aller dans plusieurs situations, vous pouvez vous déplacer vers plusieurs situations génériques. Donc, en quelque sorte, la situation dégénérée est mauvaise, pauvre, parce qu'elle est dégénérée, mais elle est en fait extrêmement riche, parce que virtuellement, elle contient toutes les possibilités de lever la dégénérescence. Et donc, comme dit Tom, c'est un centre organisateur. Quelque chose de dégénéré, mais qui engendre tout un ensemble de situations non dégénérées. Alors ça, c'est quelque chose que l'on utilise très souvent dans les modèles morphodynamiques. Et ça pourrait être très intéressant, mais je n'ai jamais travaillé, d'introduire par exemple en syntaxe, essayer de voir si on peut introduire des structures dégénérées qui regrouperaient plusieurs cas, plusieurs structures non dégénérées. Ça, il faut que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, il est certain que quand vous avez une situation dégénérée, vous avez automatiquement ce phénomène que vous appelez de spectre, et que Tom appelle un phénomène de déploiement. Un phénomène de déploiement, c'est exactement ça. En fin de compte, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'il y a des structures qui sont communes à la perception et au langage, mais qui sont simplement traitées de façon différente par la perception et le langage. Parce que dans la perception, les choses peuvent varier de façon continue, dans le langage, obligatoirement, ça varie de façon discrète, mais néanmoins, il peut y avoir une racine commune, et les archétypes à l'atome, ce sont des racines communes entre structures perceptives et structures linguistiques qui décrivent les structures perceptives. Donc vous pouvez très bien dire que les archétypes à l'atome vont être réalisables linguistiquement et réalisables perceptivement. Et que dans ce sens-là, ils sont un peu communs aux deux. Et qu'on pourrait sans doute rajouter la motricité. Donc, ce que je disais au début s'accorde très bien avec votre question. Maintenant, quand on regarde ce que c'est que ces archétypes à l'atome, et le fait qu'ils soient multi-interprétables, est-ce que ça peut s'interpréter comme une dégénérescence? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que
la multi-réalisabilité dans des médias différents, enfin, pour reprendre votre terme, je pense, n'est pas de l'ordre d'une instabilité. Et c'est beaucoup plus proche d'une notion d'isomorphisme. Vous avez des structures qui peuvent se réaliser de façon isomorphe dans des substrats, entre guillemets, différents, dans des contextes différents. Mais ça, ce n'est pas forcément une dégénérescence. C'est une multi-implémentabilité.